Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je suis Vince et aujourd'hui je suis en compagnie de Tom Kos. Comment vas-tu, Tom? Ça va très bien, Vince. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, on va faire un beau tour d'horizon de ton passé, de ton présent et de ton futur. Dans le podcast, c'est vrai que j'aime découvrir les magiciens, en particulier quelle est leur vie, qu'est-ce qu'ils ont vécu, des anecdotes qu'ils ont pu avoir en prestation ou pas. Et c'est ce côté-là un peu d'histoire croustillante qui m'intéresse. Tom, merci d'avoir accepté mon invitation et je voudrais que tu commences par te présenter. Eh bah oui, alors moi je m'appelle Tom Kos. Avant je m'appelais Tom le magicien, mais j'ai récemment changé pour Tom Kos pour essayer d'avoir une image un peu plus moderne. J'ai 28 ans, je suis magicien digital et mentaliste et j'interviens, on va dire, principalement sur la région du Nord-Pas-de-Calais et beaucoup à Paris aussi en fonction, un peu en fonction des demandes. Beaucoup en magie, du coup, ce qu'on va dire magie événementielle et moins en magie théâtre, la magie comme Victor Vincent, Eric Antoine qui vont faire plutôt de la magie, on va dire, médiatisée. Ok, cool. Du coup, première question évidente et toujours intéressante. Comment est-ce que toi, tu as commencé la magie? Comment est arrivé le mentalisme et toutes ces choses-là? Est-ce que tu peux me raconter comment c'est venu à toi? Oui, un peu le parcours. Euh, j'ai commencé la magie, ça fait maintenant 15 ans, et en fait, j'étais au lycée et j'ai vu un spectacle de magie dans mon lycée. J'ai trouvé ça impressionnant. Mais vraiment, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment top. Forcément, j'avais déjà été ouvert à la magie, j'avais déjà vu des tours de magie à droite à gauche, j'avais déjà reçu la boîte de magie quand j'étais plus jeune, le livre. Enfin, on est tous, quand on est enfant, un peu initié à la magie à plusieurs moments. Mais il y a un moment donné où il y a un déclic, il y a un moment donné où il y a cette révélation. Et moi, ça arrivait du coup au lycée, quand j'ai vu un spectacle de magie, forcément. J'ai pas non plus été impressionné par le tour. Les tours, je les ai trouvés vraiment top. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ambiance qu'il y avait lors du tour de magie. En fait, j'étais là avec mes potes, on s'est bien marré, on a passé vraiment un bon moment. On était contents, on était plein d'énergie, on est rentré chez nous, on en a encore parlé les semaines qui ont suivi le spectacle. Et c'est ça vraiment que j'ai bien aimé dans la magie, et c'est ça vraiment que je veux aujourd'hui retransmettre dans mes tours de magie. C'est plutôt le fait qu'on passe un bon moment, le côté divertissant du tour de magie, plutôt que le tour est fait, on va dire. Ok. Comment c'était ton parcours, ton enfance? Où est-ce que tu as grandi et dans quel environnement? Alors moi, j'ai grandi à Lille, du coup dans le Nord, dans un environnement familial très stable. J'étais dans un collège à côté de chez moi. J'y allais en vélo pour avoir un peu tout le détail autour de ça. Euh, J'étais du coup au collège près de ma ville. J'étais au lycée dans la ville d'à côté. Et ensuite, après ça, je suis parti un an vivre aux États-Unis. Pendant un an, j'ai en fait refait un lycée, puisque j'ai eu mon bac un an en avance, parce que je suis de fin d'année, de novembre et tout ça. Bref, ceux qui savent que quand on est de fin d'année, on a souvent le bac en avance. Du coup, j'avais un an pas à perdre, mais un an où j'avais du temps pour faire une expérience vraiment dingue. Et du coup, je suis parti vivre aux États-Unis. Et c'était vraiment ouf, mais vraiment une expérience de dingue. Pendant un an, j'ai pu découvrir forcément l'anglais, pu découvrir la vie américaine. Et comme je faisais déjà de la magie, j'ai pu découvrir la magie américaine, qui est vraiment divertissante, qui est vraiment entertaining, comme disent les Américains. Et, euh, et ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est là où j'ai eu une ouverture sur une magie un peu plus divertissante. Comment ça se fait les États-Unis? Parce que tu avais de la famille là-bas ou comment tu as Même pas décidé en d'aller plus. aux États-Unis? En fait, je pense que toute ma vie, j'étais influencé par les États-Unis et ils font ça très bien parce que j'ai joué comme tout le monde à GTA et du coup, c'était aux États-Unis et j'ai adoré. J'adore les films américains, j'adore les séries américaines. Il y en avait moins à ce moment-là, mais il y en avait quand même beaucoup. La magie, forcément, on est tous initiés par David Copperfield, par Penn and Teller un petit peu aussi. Donc tout ça, ça vient des États-Unis. Et du coup, j'étais vraiment attiré par ça. Je voulais vraiment y aller. Et deuxième aspect le plus important, c'est que je voulais absolument apprendre l'anglais. Parce que en revenant aux États-Unis, je me suis spécialisé en commerce et en communication. Je savais que dans ce métier-là, j'allais avoir besoin de parler anglais, j'allais avoir besoin de négocier ou de communiquer en anglais. Ok, ça s'est fait comme tu voulais? Tu as réussi à atteindre le niveau d'anglais que tu souhaitais? Un poquito. J'ai Bravo. atteint le niveau, on va dire, suffisant. En fait, en revenant des États-Unis, clairement, pendant un an là-bas, je suis revenu, j'étais bilingue. J'avais vraiment le bon anglais, je comprenais tout, je pouvais parler, raconter ce que je voulais. C'était vraiment aucun souci. Aujourd'hui, forcément, le niveau a un petit peu baissé. Il est encore vraiment présent et je retourne souvent aux États-Unis, donc je sais que le niveau est encore là. Mais par contre, je sais que j'ai l'accent français.
Et ça, Ouais. alors nous, je sais qu'on peut rien y faire, mais on aura toujours l'accent, sauf si vraiment on le travaille et sauf si vraiment on prend des cours de ça. Et un jour, je pense que je prendrai des cours d'accent. Donc, j'ai l'anglais, j'ai l'accent français. Du coup, le petit mélange fait que ça fonctionne, puisque même aujourd'hui, en Zoom, en visio ou autre, je fais encore des prestations en anglais à distance. Et ce qui paraît, les Américains anglais adorent que les Français parlent avec leur accent français. C'est vrai que nous, ça nous est assez insupportable d'avoir notre foutu accent derrière, mais ce qui paraît, c'est assez apprécié, donc peut-être pas besoin Ben, forcément de reprendre des cours de diction, quoi. exactement. En fait, c'est exactement ça. Il n'y a qu'en France que l'accent français dérange. Ailleurs, à l'étranger, pour avoir beaucoup voyagé en Europe et partout, oui, en fait, tu arrives n'importe où, tu parles français avec l'accent, ça marche vraiment bien. Et tant mieux parce que ça crée un petit charme, ça crée un contact et par chance, on est très très bien vu dans le reste du monde en France, dans beaucoup de pays. Donc c'est cool. Les Français sont bien vus et cet accent, ouais, ajoute vraiment un côté sympathique. Forcément, ça crée du lien et c'est vraiment, vraiment cool. Donc, ouais, il n'y a que en France que l'accent français dérange. Mais du coup, on a droit, je pense, d'avoir un très mauvais accent français, un très mauvais accent en anglais en parlant français, en parlant anglais. Bref, vous m'avez compris. Mais du coup, on n'a pas le droit de faire de faute d'anglais. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que la syntaxe doit être parfaite, l'anglais doit être parfait. Et du coup, comme je ne suis pas encore à ce niveau-là, il faut vraiment que j'équilibre en ajoutant un peu d'accent pour rééquilibrer forcément la donne. Ok. Quand tu es parti aux États-Unis, tu as fait plusieurs villes où tu étais posé à un spot et ça bougeait plus? Alors pendant un an, le but c'était vraiment de vivre comme un Américain. Donc j'ai vécu à Boston pendant un an et dans le cas de cette année, j'ai pu voyager un peu partout aux États-Unis. Donc j'ai découvert Los Angeles forcément, San Diego. J'étais à New York, j'ai aussi été au Canada parce que Boston c'est très proche du Canada, très proche de New York, très proche de Washington. Enfin proche version américaine quoi. C'est-à-dire que Hmm. si on doit faire un trajet de 10 heures en voiture, ça dérange pas. Du coup, oui, j'ai pu voyager un peu partout, j'ai pu tester de la magie dans plusieurs villes aux États-Unis. Et c'est vrai que l'impact, il est quand même dingue. C'est une autre vision des choses, c'est une autre manière de faire et de voir la magie. Et j'avoue que j'ai vraiment, vraiment bien aimé. Alors, du coup, rappelle-moi, pour être sûr que je dise pas de bêtises, quand tu es parti aux États-Unis, tu étais en mode free comme ça, année sabbatique, ou alors tu as fait une école de perfection de langue là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, j'étais dans une famille américaine. C'est-à-dire que j'intégrais une famille en tant qu'enfant de la famille. Donc, j'avais mes parents américains et je vivais la même vie qu'un Américain. Donc, j'allais la journée en cours. On finissait à 14 heures. À 14 heures, soit j'allais prendre des cours de théâtre, soit j'allais faire du sport. J'ai fait beaucoup de natation, beaucoup de ultimate frisbee, beaucoup de choses comme ça variées. Et, euh, et donc, j'étais pas non plus free. C'est-à-dire que je pouvais pas non plus faire ce que je voulais. J'avais 18 ans. Donc, 18 ans, c'est pas 21 ans aux États-Unis. Donc, il y avait la limite de beaucoup de choses. Euh, je pouvais pas prendre mon sac à dos et partir à l'autre bout des États-Unis et faire un road trip comme je le souhaitais. J'étais vraiment dans un cadre. Ok. Mais c'était hyper important parce que quand on a 18 ans et qu'on a vécu toute sa vie dans la même ville, de à un moment donné dans sa vie partir, se dire voilà, je pars tout seul. J'avais pas mes parents forcément, j'avais pas mes frères et sœurs, j'avais pas mes amis, il y avait rien du tout. J'étais tout seul face à moi-même. Et ça, je trouve que dans une vie, c'est hyper important. Ça t'enseigne beaucoup de valeurs, ça, tu gagnes en indépendance et tu te redécouvres un peu toi face à toi-même. Et j'avoue que c'est vraiment, vraiment une bonne chose de faire ça. Ok, cool. T'es revenu en quelle année alors, du coup, des États-Unis? Un an? Je T'avais suis 19 parti. ans quand t'es revenu? Ouais, alors je suis parti en 2010 et je suis revenu en 2011. Fin Ok, 2010, fin 2011. ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça pour toi, à ton retour en France? Alors, le retour en France, à ce moment-là, je voulais pas encore devenir magicien. J'ai du coup fait un IUT. Un IUT, c'est 2 ans, on va dire, très axé sur le commerce. Donc, je suis parti 2 ans en appartement à Valenciennes, qui est une ville au-dessus de Lille, là où j'habite, au-dessus ou en dessous, ça dépend de où on vient. Et donc là, j'ai appris toute la partie un peu gestion, commerce, beaucoup de comptabilité, beaucoup de marketing. J'ai été initié à la communication, forcément à l'événementiel. Et c'est très généraliste tout en étant poussé commerce. Et ça, c'était vraiment dingue parce que ça m'a appris beaucoup de choses que j'utilise aujourd'hui dans mon métier. Ça m'a permis d'apprendre à communiquer, d'apprendre le côté un peu commerce, comment on va démarcher des clients, comment on va répondre à un client, comment on va gérer, on va dire, la partie un peu business de la magie qu'au Hmm. final, on apprend nulle part. On ne peut pas l'apprendre dans des cours de magie, on ne peut pas l'apprendre dans des clubs. La seule manière d'apprendre ça, c'est de faire des études. Ouais. Ça, c'était vraiment, vraiment bien. Et ensuite, après ces 2 ans de commerce, je suis parti à Lille, donc je suis retourné dans ma ville. Et là, j'ai appris, j'ai fait 2 ans, j'ai fait plutôt un master de communication événementielle. Et donc là, j'ai appris le métier de communicant, comment on va communiquer pour des grandes marques, pour des grands groupes ou alors pour des petites entreprises partout en France.
Ok. À ce moment-là, est-ce que tu avais déjà en tête de devenir magicien professionnel? Parce qu'on pourrait se dire que ce passif que tu as est juste idéal quand tu veux devenir magicien pro. En fait, je voulais pas devenir magicien. J'ai été, on va dire, on m'a ouvert les yeux plus tard, ça je le raconterai après. Mais quand on a une passion, et toi tu peux le connaître, tous ceux qui ont une passion, que ce soit la magie, que ce soit la musique, la danse, le chant, enfin, peu importe la passion, indirectement, ça va influencer notre métier. Indirectement, ça va influencer nos choix. Je sais que si j'étais passionné, par exemple, je sais pas, de parachutisme, je sais que j'allais peut-être faire une école plus axée sur le sport, ou alors j'allais plutôt aller vers un monde un peu d'aviation. Même si je sais que je vais pas devenir parachutiste professionnel, eh ben, je vais quand même aller vers ce domaine-là indirectement. Eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne savais pas que j'allais devenir magicien, mais je savais que j'allais travailler dans la communication et l'événementiel. Je savais que j'allais avoir besoin de commerce, je savais que j'allais avoir besoin de communication et d'événementiel. Et du coup, bah, mes choix se sont un petit peu portés là-dessus. Parce que aussi, dans l'idée, quand on veut se lancer dans la magie, on ne sait pas si ça va marcher. C'est un métier qui est très dur. Toi-même, tu connais, c'est compliqué. On n'a pas tout le temps du travail. Il faut vraiment bosser. Il faut vraiment y aller tous les jours pour avoir des prestations et pour en vivre. Et du coup, bah, je ne voulais pas prendre le risque de me lancer dedans euh, sans savoir là où j'allais, sans avoir un background, comme on dit. Mes parents m'ont dit, fais tes études et après on en parle. Et c'est ce que j'ai fait. Et au final, on en parle maintenant et je suis le plus heureux du monde. Cool. Alors du coup, quel a été le déclic pour te dire, bon allez, là c'est bon, j'ai assez tourné autour du pot, c'est ça que je veux faire, quoi. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont mené vers ce déclic. J'étais à Paris, donc je travaillais dans une agence de communication événementielle. Et plus j'avançais dans ce taf, plus je m'apercevais que bah, dans les événements, il y avait des magiciens, il y avait des photographes, il y avait des musiciens, il y avait beaucoup de prestataires. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment cool, ces mecs-là, ils vivent de leur passion et ils sont vraiment en train de kiffer leur vie. Moi, je veux faire pareil. Donc, bah, j'ai arrêté mon taf. J'ai contacté bah, la plus grosse entreprise de magie que je connaissais à ce moment-là, c'est Close Up Magic de Jean-Luc Bertrand. Et du coup, pendant un an, pratiquement, j'ai travaillé avec Jean-Luc Bertrand à ses côtés. Et là, j'avais du coup la partie un peu business magie. Organiser des événements autour de la magie, organiser des spectacles, produire des tours de magie, produire des tournages, des vidéos et toutes ces choses-là. Et c'est là où je me suis vraiment aperçu que, bah, en fait, la magie, on peut en vivre très bien. Et surtout, bah, tous les jours, on kiffe. Tous les jours, vraiment, on passe des super moments. Il y a des aventures. C'est jamais la même chose. Et c'est ça vraiment que j'ai aimé. Et ensuite, j'ai été engagé sur une prestation où il y avait 10 magiciens. Et là, vraiment, c'était pratiquement la goutte d'eau. C'était, bah ouais, ils le font tous. C'est trop bien. Bon, bah, je me lance, j'y vais. Mon réseau est déjà en place. J'ai déjà mon business. Je l'active et pouf, c'est parti. Et ça cartonne depuis. Et ça, c'est vraiment cool. Cool. Tu nous disais donc tes spécialités, magie digitale et mentalisme aujourd'hui. Ouais. Bon, j'imagine que tu as quand même le gros background comme on peut tous avoir entre guillemets en général sur la magie classique, magie des cartes, magie visuelle, etc. Donc toi, tu as choisi ces angles de spécialité pour quelle raison? Alors, principale raison, ce sera la personnalisation. C'est-à-dire que quand on travaille pour les entreprises, je trouve ça intéressant de pouvoir personnaliser les tours de magie. Ça fonctionne beaucoup avec les cartes et toutes ces choses-là, mais je ne suis pas un bon manipulateur. C'est-à-dire que je ne saurais pas prendre un paquet de cartes et faire les meilleurs jongles du monde ou alors faire les effets les plus visuels parce que je me concentre vraiment beaucoup sur le divertissement et beaucoup sur le moment que les spectateurs vont vivre et plutôt sur les vannes qu'on va lancer, plutôt sur les réactions et toutes ces choses-là. Et du coup, bah, ce côté digital me permettait de personnaliser facilement et d'aller sur ce terrain-là. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et le côté mentalisme, bah, il n'y a rien de mieux que révéler un prénom pensé par un spectateur ou une destination pensée ou autre. C'est des moments qui sont tellement forts, qui sont tellement puissants que bah, maintenant, je fais beaucoup de mentalisme. Et limite, je fais plus de mentalisme maintenant que de magie digitale. Les deux s'équilibrent et ça va, à mon avis, changer en fonction des années et surtout en fonction de la demande des clients. Ouais. On arrive à ton actualité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour toi de point de vue, allez, de point de vue artistique? Est-ce qu'il y a un spectacle en place? Est-ce qu'il y a des créations, des produits, des livres? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu travailles ou que tu as déjà terminé, dont tu voudrais nous parler? Ouais, alors bah, forcément, il y a beaucoup de choses, mais par rapport à d'habitude, c'est rien. C'est-à-dire que bah, je vais quand même avoir plein de trucs à faire et tout ça, mais au final, à la fin de la journée, tu te dis, bah ouais, mais par rapport à une période normale, ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant quand même, ça permet de s'occuper et tout ça. Bah, du coup, je suis beaucoup rythmé entre les événements physiques très intimes pour des petites sociétés, pour des
petits événements, plutôt pour des petites réunions. Je sais que je fais beaucoup mon spectacle pour 10 personnes. Et en fait, c'est bizarre, c'est de jouer son même spectacle pour 10 personnes. Forcément, j'ai réadapté, j'ai un peu revu tout ça. Ça, c'était le premier confinement. Réadapter tous les tours, réadapter tout le spectacle, apprendre à faire de la magie avec le masque, à faire du mentalisme avec le masque, faire du gel hydroalcoolique entre chaque tour. Enfin, c'était vraiment un bordel. Donc ça, c'était vraiment la partie réorganisation du spectacle, adaptée pour les petits groupes. Et à côté de ça, je fais beaucoup de visio. Ça va être de la visio pour les entreprises à distance. L'avantage, c'est qu'on peut toucher n'importe qui et ça, c'est vraiment, vraiment cool. J'en fais aussi beaucoup dans les hôpitaux. En fait, on a de la chance d'avoir du temps en ce moment. Pourquoi pas le faire gratuitement dans les hôpitaux, sachant qu'on a juste, nous, à allumer notre caméra, mettre le micro, avoir notre studio et c'est parti. On peut faire 1 heure de spectacle pour un enfant dans sa chambre. Eux, c'est trop bien. Pour nous aussi, c'est trop bien. Donc ça, c'est vraiment on va dire les 2 actualités qui m'occupent au long de la journée. Et l'activité un peu plus magie, en fait, depuis le Covid, tous les projets que j'ai voulu réaliser, tous les tours que j'ai toujours bossé, qui cartonnent en événementiel, j'ai voulu les produire et pouvoir les proposer aux magiciens. Et ça, c'est vraiment la nouveauté. Je ne faisais pas ça avant, mais j'ai pu prendre le temps de développer plein de tours. Ça te dit de les voir? Oui, bah ouais, carrément. Ouais. Ok. En mentalisme, un des tours pour moi qui cartonne le mieux, c'est quand tu vas révéler une image pensée. Il y a Ok. beaucoup de galeries decks, et du coup, j'ai décidé de créer le mien, qui s'appelle The Brain Game. Et en fait, c'est un faux jeu de société en rapport avec la série Le Mentaliste, et surtout qui me permet d'avoir, écoute, un jeu d'images. Ok. Et forcément, avec un jeu d'images, on peut faire tellement de tours. Il suffit de faire choisir une image, ou de la deviner, ou d'en faire une prédiction, ou de la mettre sur Internet, ou de faire tout ce qu'on veut. Et l'énorme avantage de ça, c'est que ça tient dans une poche. On peut déposer le paquet sur la table, les personnes vont le regarder et vont se dire tiens, c'est normal, c'est un vrai paquet. Enfin, ça pourrait être un jeu de société. Et c'est ça vraiment que j'ai voulu faire. Du coup, j'en ai créé une boutique un peu secrète. En fait, j'ai voulu vraiment déguiser ça parce que je voulais pas que ces tours-là puissent se retrouver sur toutes les boutiques en ligne parce que je veux vraiment essayer de le garder pour les magiciens, en fait, que ça se retrouve pas sur TikTok, sur YouTube ou autre. Du coup, j'ai créé une boutique secrète que j'ai cachée derrière une fausse boutique de burgers. Et quand Ok. vous arrivez sur le site de burgers, en fait, il y a un accès secret que je vous donnerai. Envoyez un message à Vincent ou à moi directement. Je vous partagerai bien sûr l'accès. Et du coup, vous arrivez dans la boutique secrète, là où il y a tous les tours. Et tous les tours sont un peu masqués. On se les partage entre nous. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère que la magie, elle est partagée entre magiciens. Et c'est comme ça qu'on l'a appris au début. On l'apprend un peu différemment aujourd'hui, mais on fonctionne beaucoup comme ça. Et ça, j'y attache beaucoup, beaucoup d'importance. Du coup, il y a d'autres tours que j'ai fait. Et ça, c'est un des tours qu'on va mettre en concours avec Vincent. En fait, un des tours aussi qui marche vraiment bien sur scène, c'est la duplication de dessin. Oui. C'est trop bien. Vraiment, quand tu as la personne qui est là à côté de toi, qui a son carnet et qui retourne et que tu as les 2 mêmes dessins, mais c'est juste ouf. Et je l'avais fait, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait avec Vincent un événement à Cannes tous les deux. On était plusieurs magiciens et je l'avais fait à ce moment-là et ça avait vraiment super bien marché. Pourquoi ça marche bien? Parce que ça touche la magie, enfin le mentalisme visuel et surtout ça tient dans une petite mallette. En fait, tout simplement, c'est un carnet pour forcer un dessin, mais fait de manière à ce qu'au public, vous lui montrez plein de dessins différents, mais non dessinés. Donc, eux, indirectement, ils se disent, le spectateur, il va voir un vert, voilà, c'est tout. En fait, qu'est-ce qu'il ouvre, le spectateur? Qu'est-ce qu'il voit? Si, par exemple, je choisis ici, qu'est-ce qu'il va voir là? Il va voir un dessin déjà tout fait. Et ce dessin-là, c'est très facile parce que lui, il va refaire exactement le même dessin. C'est quelques traits. Et c'est ouf. La puissance de ce tour est vraiment impressionnant. Et Ouais, du coup, j'ai dupliqué en plusieurs dessins. l'effet de surprise ici, c'est qu'on pourrait se dire, oui, tout le monde peut dessiner une horloge, mais le fait que ça soit exactement la même heure qui soit dessus, là, ça rajoute un petit quelque chose derrière. Exactement. Et c'est tout ce qu'on connaît dans la magie, en fait. C'est les subtilités autour de la magie. Et quelles sont les subtilités à dire pour qu'à la fin, le spectateur ait le dessin avec exactement les mêmes aiguilles, avec le même rond, les mêmes trucs, alors qu'on lui a juste dit de dessiner et le spectateur se dit, mais il a vu un dessin vide, pourtant il redessine la même chose. Et c'est juste oufissime. Ok, Et cool. il y a un dernier effet. Alors, je ne vais pas vraiment vous le présenter, je vais te montrer très rapidement. En fait, j'ai développé un outil qui va permettre, parmi plusieurs mots, 200 au total, d'arriver à faire choisir un mot forcément et tout de suite le deviner derrière. C'est très rapide, ça tient dans une poche et ça permet d'avoir un effet de mentalisme très puissant. Et ça, je vais le sortir avec Thomas de Virtual Magie.
Ça va sortir bientôt, donc peut-être envoyez-lui un message, allez voir sa newsletter, il vous donnera les infos au moment où ça sort. Mais c'est ça l'après-Covid, en fait, c'est faire des projets qu'on ne faisait pas avant, Mm. créer des tours de magie, je ne savais pas le faire avant. Pourtant, je le fais et ça me tient tous les jours en éveil. Trop bien. Très, très cool. Ouais. OK. On va arriver. Alors, après, dans tes projets futurs, justement, parlons-en, parce que ça, c'est le présent. Tu as créé quelques produits qui ont l'air très, très chouettes. Mais dans le futur, est-ce que tu prévois un spectacle grand public? Est-ce que tu prévois des conférences? Est-ce que tu as des coachings? Dis-moi tout. Dans l'idée, je pense que on va. Allez, je vais peut-être mettre 1 an avant de me relever de tout ça. C'est-à-dire que pendant 1 an, je vais devoir continuer de refaire des prestations, redévelopper ce que j'avais déjà développé, le mettre en place et faire tout simplement faire des prestations. Ça va être une notion hyper importante. Mais à côté, de développer aussi d'autres activités. Je sais que je ne ferai jamais de spectacle de scène comme Victor Vincent ou autre, avec un théâtre où les personnes payent pour venir me voir parce que je suis vraiment axé dans la magie événementielle et je suis moins un magicien de théâtre. Je connais, on va dire, ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Du coup, je sais que je vais aller me diriger là-dessus. Et toute la magie coaching et toutes ces choses-là, bah, j'ai 28 ans. Je pense que j'ai pas encore la crédibilité de le faire. Peut-être que ça viendra un jour. Peut-être qu'un jour, je ferai des TEDx. Peut-être qu'un jour, je ferai des conventions, des conférences et toutes ces choses-là. Mais ouais, j'ai pas envie de brûler les étapes. Chaque chose en son temps, on va dire. Ok, cool, cool, cool. On arrive à la partie anecdote. Alors, j'espère que tu as préparé le terrain parce que c'est une des parties que je préfère. Est-ce que tu as des miracles qui sont arrivés sur des prestats pendant que tu faisais des effets? Est-ce que tu as eu des échecs grisants, des réussites particulières, des trucs un peu drôles qui te sont arrivés, quoi? Je vais démarrer par le premier échec de ma vie en magie. Et c'est ce qui m'a dégoûté de la scène pendant 10 ans. Ok. En fait, quand j'ai débuté la magie, j'avais un duo. On était deux magiciens, un qui s'appelait Gaëtan et moi Tom, et on faisait des prestations à deux. C'était trop bien. Vraiment, c'était cool. Et un jour, on s'est dit, bon, on va faire de la scène. On a fait, bah, ok, très bien. On va faire ce qu'on fait en close-up, mais sur scène. Et en fait, c'était une énorme erreur parce que en close-up, on a le public, on est bien, on sait comment le gérer et tout ça. Enfin, on connaît. Mais sur scène, ça n'a rien à voir. Sur scène, tu es loin de tout. Tu as les spots dans la tête, tu as les micros, tu vois rien, tu comprends rien. Tu es sur scène en train de faire ton spectacle. C'est pas du tout le même effet. Et en fait, on est arrivé sur scène et en fait, on a fait un bide. Ça n'a pas fonctionné. C'était pas drôle. On n'était pas prêt. On n'avait aucune interaction. On était stressé. Alors, j'avais 16 ans, hein, donc ça remonte vraiment il y a longtemps. Mais j'ai vraiment, en sortant de scène, je me suis dit, putain, merde, je viens de faire une erreur. En fait, faut pas faire ça. Faut pas aller sur scène ou proposer un tour avant d'être prêt à 100%. Et ça m'a dégoûté de la scène, vraiment. Et du coup, j'ai pas fait de scène pendant très longtemps et petit à petit, je m'y suis remis. C'est vrai que quand je suis parti aux États-Unis et que j'ai découvert une autre manière de voir la scène, c'est là où je me suis dit, bon, très bien, en fait, je peux en faire, j'ai une deuxième chance. Personne ne me connaît là-bas. Alors, ça ne m'avait pas atteint forcément dans ma réputation parce qu'à 16 ans, voilà. Mais personne ne me connaît là-bas, je peux tester, je peux faire ce que je veux et je l'ai fait. Et, euh, et quand je suis revenu en France après ça, j'avais plus peur de la scène, plus vraiment peur. Une deuxième expérience qui m'a permis de ne plus avoir peur de la scène, et ça va un peu vers les réussites, pas les réussites, mais un peu les anecdotes qui va arriver que à nous, les magiciens. D'autres personnes ne peuvent pas raconter ça ou différemment. Euh, donc, j'allais aux États-Unis. J'avais prévu de faire une tournée des comedy clubs à New York, à Washington et à Miami. Et je m'étais fait tout un trip, tout un projet. J'avais réservé, j'avais tout géré en fait. J'avais mon numéro qui était prêt. Je voulais vraiment faire la magie aux États-Unis dans des comedy clubs sur scène. Et quand j'arrive, je sors de l'avion. Donc après 9 heures d'avion, totalement la tête ailleurs et autres, j'arrive à la douane et je donne mon passeport pour pouvoir passer. Et là, le mec, il me regarde dans les yeux et il me dit bah non, vous rentrez pas. Oh. Et moi, je me dis, mais merde, c'est pas possible. Je sais pas, demain, je monte sur scène, j'ai tout prévu, je veux pas faire autrement, quoi. Et donc, il se lève, il me dit, voyez la ligne blanche là, vous la suivez et je vous suis derrière. Je fais, oh putain, donc j'ai cru vraiment qu'il y avait un gros problème, quoi. Mm. Le mec, forcément, avait la main sur le pistolet, il marchait derrière moi, il y avait un mec qui était encore plus devant. Il m'emmène dans une salle, une salle, je sais pas, c'est pas la prison, mais c'est la salle je sais pas comment on dit, quoi. La salle des douanes aux États-Unis. Et là, il t'a dit, baisse ton pantalon. Et là, le mec a dit, baisse ton pantalon. Non. Oh, ça aurait été énorme. Mais non. Et du coup, moi, je badais un peu parce que je me dis, tout le rêve que j'ai créé va s'écrouler.
Donc, je m'installe, il me demande de me lever, de venir à côté. Il me pose plein de questions. Il écrit sur son ordinateur plein de choses. Je ne comprends rien et tout ça. Et à un moment donné, il me pose une question. Et ça, c'est la question qui m'a sauvé. Il m'a dit, bah, vous faites quoi dans la vie? Bah, moi, je dis, bah, je suis magicien. Et là, il était en train d'écrire comme ça. Et je me souviens très bien. Il a fait ça. Il m'a regardé. Il m'a dit, oh, c'est vrai. Bah, montrez-moi un tour de magie. En anglais, forcément. Et moi, c'était comme un ouf, quoi. Donc, forcément, j'ai toujours un tour de cartes sur moi et j'ai sorti mon brainwave. Je lui ai dit, bah, pensez à une carte. Vous ne le croirez jamais, mais je savais que vous alliez m'arrêter. Je savais qu'on allait se retrouver là tous les deux. Euh, Avant de prendre l'avion, j'ai pris une carte, j'ai retourné. C'est vous qui allez choisir cette carte. Dites-moi la carte. Il m'a dit, je ne sais même plus, on va dire un 10 de trèfle. Je lui montre le paquet, il y avait un 10 de trèfle. Le mec était sur le cul, mais c'était vraiment ouf. Tellement il était sur le cul, il a appelé plusieurs de ses potes, collègues policiers qui sont venus aussi. Et là, j'ai commencé à faire, je sais pas, un petit spectacle de 10 minutes devant tout le monde. Et c'était trop drôle. C'était vraiment, vraiment énorme. Moi, forcément, soulagé, le stress et tout ça. Et à la fin, il prend mon passeport, il met un tampon, il fait allez-y, bienvenue aux États-Unis. Et là, Je croyais qu'il allait mec, dire, il met un tampon, il te dit, vous allez quand même baisser votre pantalon. vous allez... je vous donne le... Ouais, ça aurait été énorme. Mais voilà, et du coup, c'est des anecdotes qu'on a que quand on est en magie et que quand on Ouais, fait de la magie parce que ça nous a sauvé de beaucoup de situations. grave. Et toi, le premier, j'imagine, et tous ceux qui font de la magie, on a tous Ouais. des anecdotes. On a tous des beaux souvenirs comme ça, ouais. Juste incroyable. Ouais, Comme quoi, et déjà la magie, c'est un outil incroyable, évidemment, hein. ouais. C'est évident ce que je dis, mais euh, le brainwave aussi, quoi. C'est un truc, quand tu as un brainwave sur toi, n'importe quelle situation, tu fais un vrai miracle pour les gens, quoi. C'est un truc C'est de ouf. ça. Et j'adore ces tours-là où c'est vraiment, pack small, play very big. Et c'est toujours ce que je fais en magie. C'est vraiment, tu as des petites choses et tu peux faire des énormes miracles parce que c'est tout petit, mais ça marque tellement. Et là, c'est la mise en scène qui a plus d'importance qu'autre chose, quoi. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres croustilles fondants que tu veux partager? Croustille fondant, une petite anecdote qui m'a toujours fait rire. Je sais pas si tu as déjà fait de la magie pour un public d'Indiens. Oui, Et c'est déjà arrivé et j'en ai pas un bon souvenir. alors, tu connais le fameux node. Le fameux oui, mais non en fait, mais oui. J'ai eu pareil. Oh, horrible. Donc, j'étais à Prague sur scène. Donc, il y avait un public de 200 Indiens qui étaient venus faire un séminaire là. Et je commence à faire un tour où je dis au mec, bah voilà, vous allez pouvoir répondre oui ou non. Horrible. Aïe, Horrible. aïe, aïe, Vraiment. aïe. Alors, le tour a fonctionné forcément parce que c'est du mentalisme et c'était prévu. Mais à un moment donné, je lui demande de penser, est-ce que vous êtes en train de penser à un homme ou une femme? Et moi, je comprenais rien, mais c'était trop bizarre. J'étais pas prêt parce que on connaît tous le node indien, mais tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas pu découvrir cette situation-là, on ne peut pas savoir ce que c'est. C'est perturbant. C'était c'était vraiment, vraiment perturbant. Et Après, ça, c'était c'est putain, mais oui voilà, ou non, quoi, putain. c'est ça, t'as envie qu'il te donne vraiment la réponse. Mais c'était trop drôle. Et au final, ça a cartonné. Les Indiens adorent la magie. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Et à la fin, ils venaient, ils prenaient des photos avec moi. Et moi, j'étais à Prague, alors que je viens de Lille. Je suis pas du tout comme ça. Mais ils m'ont pris pour une maxi star. Et c'était trop drôle. C'était vraiment des événements comme ça qui arrivent que dans la vie d'un magicien. Et je me suis dit, prochaine fois que je voyage, je me tape un livre sur le pays dans lequel je vais pour être sûr de connaître toutes les subtilités autour de ce pays parce que c'est hyper important. Ah, moi, je disais, j'en ai pas forcément un bon souvenir avec les Indiens. C'était un événementiel, pareil, avec des potes. Et en fait, c'était hyper contrasté. C'était soit on en avait qui en avait mais rien à secouer de ce qui se Ah passait, merde. mais rien à faire, quoi. Et genre qui titillait un peu, qui voulait savoir le truc et tout. Ah, mais là, je pense savoir comment t'as fait tout ça. Bon, c'est pas très grave dans l'absolu. Moi, du moment qu'il y a de l'ambiance, ça me va, tu vois. Ouais, Et puis, mais là, il n'y avait pas d'ambiance, quoi. Et puis au début, je me suis dit, putain, mais c'est moi, en fait, merde, je suis mauvais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et non, je voyais mes potes, c'était pareil, tu vois. Donc je me disais, ça va, je sais c'est pas, sûr. ça Ah, va, on est tous dans le même cas, quoi. Et des fois, on tombait sur des tables, mais c'était un spectacle incroyable, quoi. Les mecs te suivaient partout après, tu vois, je faisais la bague volante. Alors là, ça les a rendus ouf et tout. trop Enfin, c'était bien. génial, genre les mecs qui m'attrapaient à chaque table, ah, viens faire le truc de la bague et tout. Alors, tu passes des moments incroyables, mais c'était hyper contrasté, quoi. Il y en a avec qui j'étais, c'était zéro, et puis il y en avait d'autres, c'était la fête, quoi, tu vois. Donc, Ouais. et puis Et ce trop. qui est très dur là-dessus, c'est que tu as envie de te remettre en question. Tu dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Enfin, Ah ouais, là, je me suis c'est dit, très, putain, très dur. je suis une merde, quoi. Putain. Ouais, c'est ça. T'entends, tu rentres chez toi, tu dis, mince, ça s'est pas passé comme je souhaitais. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est compliqué. Et c'est là où la force d'avoir beaucoup d'expérience et de faire la magie depuis longtemps nous permet de relativiser, de se dire ça s'est pas bien passé là, mais Mm. ça fait 10 ans que je fais ça, ça fait 10 ans que ça se passe bien. Peut-être qu'il y a des moments où on peut pas être parfait, quoi, où on peut pas tout le temps être à Ouais. fond, où le public n'est pas
n'est Pas pas aussi toujours dedans. réceptif, oui, c'est pas, des fois ça peut, c'est souvent, je pense, la faute entre guillemets de ce que tu dégages, mais aussi des fois ça peut arriver de ne pas Ouais, tomber sur la bonne table, sur le bon public, ça c'est une évidence. Et justement, en parlant des publics un peu difficiles comme ça, pour moi le plus difficile ça a été les Russes. Et c'est pareil, c'est contrasté, c'est-à-dire que les hommes russes, c'est rien, aucune émotion, c'est rien ouf. du tout, rien ne bouge. Et C'est les ouf. femmes russes, elles sont plutôt adorables, tu vois, elles sont vachement dedans et tout ça, elles kiffent et tout. Et les mecs, tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi elles kiffent, toi tu kiffes pas, arrête de faire le mytho, tu vois. Et non, les mecs, c'est zéro émotion, quoi. C'est ouf. Il Et te dit, putain, en quand vrai, est-ce qu'il c'est va très, très sortir son dur. flingue, putain. Ouais. Je vois tellement le genre. Mais c'est vrai que c'est très, très dur, ces situations-là. Et t'as beau avoir les meilleurs effets du monde, c'est dingue. Mm. Et c'est là où il faut arriver à. Je sais pas, si tu as le leader du groupe de Russes qui lâche un sourire ou une émotion, bah là, tu as tout le monde. Et c'est Ouais. ça aussi la force de la magie, c'est qu'un groupe, tu peux vraiment le maîtriser, entre guillemets, si tu arrives à en découvrir les codes et si tu arrives à toucher le leader Mm. qui, lui, fait rire tout le monde. Et c'est des trucs qu'on apprend bah, que en faisant de la magie. Et en revanche, à contrario, best public pour moi, c'est États-Unis et Japon, quoi. Ouais, bah, C'est ah, Japon, c'est États-Unis. vrai? Ouais, alors, c'est juste hallucinant, quoi. Ils ont des réactions, mais disproportionnées. Tu sais, genre limite, des fois, t'en dis, mais putain, calmez-vous quand même, vous abusez, quoi. Ah, c'est trop cool. Et Mais, du coup, mais, c'était mais en anglais ou en. Oui, 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 en anglais. Alors moi, je parle un petit peu japonais, juste de Bravo, quoi saupoudrer un petit peu et avoir de la discussion courante de la vie de tous les trop jours. bien. En tout cas, je comprends correctement le japonais. Après, pour le parler, il faut que je fasse quand même un effort et que je sois concentré. Mais tu mélanges un peu, tu mélanges de l'anglais, Ouais, mais c'est cool. du Et japonais. surtout, eux, ils vont vraiment apprécier que quelqu'un, un Européen, vienne et parle un peu leur langue. Complètement. C'est Ouais, ouais. c'est toujours top, quoi. Complètement. Et en plus du fait de, comme tu disais tout à l'heure, on a la chance, nous Français au Japon, d'être très bien appréciés. Alors, eux, ils sont vachement baguette, fromage, bouteille de Ouais, vin et casquette, hein, tu vois. Mais en tout cas, on est assez appréciés là-bas et ça, c'est cool. Et les États-Unis, bah, super, super public, quoi. ouais, N'importe qui, tu fais de la magie dans la rue à n'importe qui, tu passes un bon moment, quoi. exactement. C'est juste incroyable. Donc, souvent, j'ai tendance à dire quand même que si ici, tu arrives à éclater le peuple français, si tu arrives à les éclater, tu peux être sûr qu'en général, dans les autres pays, tu vas faire un carton, quoi. C'est exactement ça. Le public français étant très dur, mais très reconnaissant. C'est-à-dire que si tu as réussi à faire de la magie et que ça a fonctionné, derrière, ils vont te dire, ils vont être reconnaissants. Pas Mm. tout de suite, pas au premier abord. Ils ont vraiment besoin qu'on leur prouve. Mais c'est vrai que si tu arrives à faire un tour qui cartonne sur les Français, bah, tu le fais le lendemain aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Mais grave. Bon, et du coup, c'est génial. Et c'est une chance de pouvoir voyager qu'on a et que je souhaite aussi à tout le monde quand on aura le droit de voyager. Ça t'apprend. C'est bizarre parce que ça t'apprend énormément sur les gens. Et du fait d'apprendre sur les gens, bah, toi, tu te remets vachement en question et tu sors ta culture du centre du monde, quoi. Tu vois, tu dis, mais en fait, la normalité, déjà, ça n'existe pas. En Ouais, fonction de avec qui tu es et très où bien. tu te trouves dans le monde, tout est complètement différent. Ça t'apprend énormément de rencontrer des gens et de voyager. Et surtout, on a, pour moi, je mets le meilleur outil en poche, en fait, le meilleur outil possible, quoi. Être magicien, c'est juste ouvrir toutes les portes, quoi. C'est un miracle. C'est un Ouais, miracle. c'est exactement ça. Je valide totalement. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Je vais quand même te poser une petite question à les bateaux, mais elle me fait toujours plaisir. Si tu te croisais toi-même, tu vois, voyage dans le temps, il y a un portail. Et là, il y a ton toi d'il y a 10 ans qui apparaît devant toi. Et vous checkez comme ça. Et qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, ok, putain, mec, t'es juste formidable. J'ai envie de te faire un câlin. Tu lui dis, ah, putain, franchement, faudrait plutôt pousser là-dessus. Quel conseil tu te donnerais à toi-même d'il y a 10 ans ou même 20 ans, tu vois, à un moment où tu te dis, mais allez, mec, ça, faut absolument le faire, quoi. Ouais, je vois très très bien ce que tu veux dire. Bah, tu as un peu répondu dans la question juste avant. En fait, l'ouverture. Je pense que quand on est magicien, on doit être ouvert. Au moi de plus jeune, je leur ai dit, mais ouvre-toi, fais plein de trucs, va faire du sport, va faire du théâtre, va rencontrer les gens, va voyager, va faire toutes ces choses-là, parce que c'est hyper important de découvrir le monde, parce que après, le monde, on le voit différemment. Et tu l'as aussi très bien résumé en disant, il n'y a pas de normalité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de normalité. Chacun est différent, chaque personne est différente. Et quand on fait de la magie, bah, il faut le savoir, ça. Il faut savoir que telle personne, de temps en temps, va être un peu plus introvertie. L'autre personne à côté va vraiment être ouverte. Et si, quand on a fini de parler de magie, que après un groupe, une personne vient te voir et te parle d'autre chose de magie, et qu'en fait, on n'a rien d'autre à dire que je suis magicien, c'est pas bien. Je pense qu'il faut vraiment avoir plein de choses à dire, vraiment être ouvert, être cultivé, euh, rencontrer du monde, voyager et un peu toucher à tout. Parce que c'est ça qui, je pense, est important. Et c'est ces choses-là que je me dirais à moi-même plus jeune, fais-le plus tôt, vraiment bouge et, et fais plein de trucs. C'est vraiment Mm. le plus important, je pense.
Yes, cool. Donc, on arrive bientôt à la fin. Où est-ce qu'on peut te suivre, mon cher Tom? Quel réseau social sur lequel tu es le plus actif, etc. Alors, Instagram, c'est vrai que je suis le plus actif dessus. Vous tapez Tom Cos, Tomco2S. Envoyez-moi un message en privé pour le lien avec les tours de magie. Je vais un peu essayer de dissocier le Tom Cos événementiel et le Tom Baker que j'ai créé pour, on va dire, la partie un peu plus magie, plus réservée aux magiciens pour vraiment différencier les deux parce que c'est deux métiers totalement différents. Hmm. Donc, pour répondre à ta question en plus court, ce sera sur Instagram. Ok, cool, cool, cool. Eh bien, donc, nous arrivons à la fin. Merci à tous d'avoir regardé ou suivi en audio ce podcast parce qu'effectivement, il y a la version vidéo sur YouTube et la version audio que vous retrouverez sur SoundCloud, iTunes, plein de plateformes Android. D'ailleurs, sur iTunes, vous avez la liberté, et ça me fera grandement plaisir si vous venez mettre une bonne note et un sympathique commentaire. Il y a également une page Tipeee qui existe si vous souhaitez sponsoriser l'émission, si ça a du sens pour vous, que ça vous fait plaisir, vous pouvez venir faire un don sur la page Tipeee. J'en profite d'ailleurs pour remercier les tipeurs qui sont Hugo, Pierre, que je n'ai pas oublié, et Quentin. Il y a également des jeux concours que je fais régulièrement quand on a la possibilité effectivement d'avoir un invité qui peut se permettre d'offrir quelque chose ou de faire un concours. Et là, c'est chouette puisque du coup, on aura le concours avec ton livre coloriage sur la duplication de dessin. Et ça, c'est très chouette. Merci à toi, Tom. Et également, la page Tipeee vous donne également la possibilité d'avoir du contenu exclusif. Je vous laisse aller voir sur la page, vous aurez toutes les informations dessus. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, parce que vous savez que c'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne, et également à vous abonner sur un format audio de votre choix, tout simplement, parce que certains épisodes seront uniquement en audio. Voilà, YouTube, Spotify, iTunes, comme vous voulez. Tom, merci d'avoir accepté l'invitation, c'était très très cool. Et Merci à puis, toi, Vincent. avec grand plaisir, et puis on se voit très bientôt. Merci à vous, passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao.